Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par l'Institut de la gestion déléguée, l'IGD et acteurs publics. On a parlé du plan de relance, on a parlé des mécanismes de financement, de la mise en œuvre du plan de relance. On parle évidemment depuis le mois de septembre de la gestion déléguée. On parle pour cette nouvelle émission mobilité, avec ce rapport du groupe de travail mobilité du quotidien de l'IGD. On en parle avec nos deux invités. Pierre Coppet, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, merci d'avoir pris le temps dans votre agenda très chargé. Vous êtes président de Vinci Autoroute, directeur général adjoint de Vinci. Pour échanger avec vous, Louis Nègre, bonjour monsieur. Vous êtes Oui, bonjour. président du GART, le groupement des autorités responsables de transport. Le GART créé, je crois, au début des années 80, 1980, qui porte le développement des transports publics et des modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture. Première question, je me tourne vers vous à distance, Pierre Coppet, cette séquence crise sanitaire, ces impacts, confinement, deuxième confinement, face à cette vague, face à cette crise que nous avons traversée, que nous traversons, quel est votre sentiment sur le rôle joué par les infrastructures de transport dans l'approvisionnement du pays, plus largement pour faciliter les déplacements des acteurs qui sont en première ligne, des acteurs en général. Quel est votre Non, sentiment, Pierre Coppet? je crois qu'on doit dire qu'on a fait face à une situation sans précédent, que cette situation a beaucoup bousculé l'ensemble des acteurs. Je crois qu'il faut se rappeler que le transport en général, la route en particulier, est un service public et que la fierté des délégataires de services publics est d'en avoir assuré la continuité. C'est le premier critère d'un service public, la continuité. Et nous avons la fierté de revendiquer notre capacité à avoir assuré la continuité du service public pendant le premier et le deuxième confinement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer la viabilité et puis ça veut dire assurer le fonctionnement de l'ensemble de nos infrastructures avec un jeu de contraintes qui est particulièrement compliqué et évolutif. Ce sont les contraintes sanitaires du maintien en condition de nos installations et notamment des douches pour les routiers pour lesquels c'est très important. C'est le maintien des installations des boutiques, des installations de distribution de carburant et de la restauration. Alors vous savez que les pouvoirs publics ont fermé la restauration et nous avons su installer à destination des conducteurs de poids lourds des opérations de solidarité de nos équipes pour distribuer des repas chauds aux routiers pendant toute la phase du premier confinement et nous venons de relancer cette opération de solidarité de distribution de repas chauds gratuits aux conducteurs de poids lourds pendant cette deuxième vague de l'épidémie. Donc je dirais respect, continuité du service, deux, respect des mesures sanitaires et trois, solidarité. Je crois aussi qu'on peut dire que cette période de confinement a montré l'importance de la route et l'importance des flux logistiques et du transport des flux logistiques pour la continuité des approvisionnements. Et je crois que tout ça a ouvert les yeux de beaucoup de nos observateurs sur la face cachée d'une mécanique bien huilée et qui fonctionne très bien et dont on ne voit que la surface. Donc je crois que un des bons côtés de cette période très difficile pour nos usagers, pour nos clients et pour nos salariés, c'est qu'on a montré la face cachée ou la face ignorée du bon fonctionnement de l'ensemble de nos réseaux. Merci Pierre Coppet. Pendant que vous parliez, on voyait quelques images illustrant votre propos. Vous avez fait face, ça a tenu. Louis Nègre, président je le disais, du GART, groupement des autorités responsables de transport. Quel est votre sentiment de manière plus large? On parle de transport, on parlait de transport urbain, transport non urbain, transport ferré, transport aérien. Tout cela a tenu avec certaines difficultés, évidemment, mais la séquence, vous avez fait face. Quel est votre sentiment? On a vu une situation particulière, on a vu aussi des opportunités, ce qu'évoquait M. Pierre Coppet. Quelle est votre analyse?
Mon analyse est simple. Avec mes collègues responsables d'autorités, donc organisatrices de la mobilité, nous sommes à la tête de services publics des déplacements, des transports, de la mobilité. Et donc, les AOM ont fait face. Alors, dans la première pandémie, il y avait plus grand monde, hein. On avait des taux à l'intérieur de nos bus, de nos métros, qui étaient très faibles, de l'ordre de 5-10%, mais nous avons maintenu 3 à 4 fois plus, justement, de transport pour permettre au personnel soignant notamment, de se déplacer convenablement avec des priorités. Après le déconfinement, on est remonté à une offre pratiquement à 100% pour là aussi atteindre en moyenne une moyenne à peu près de 80% de l'offre qui a été représentée. Il est clair que la fréquentation est remontée progressivement, mais nous avons aujourd'hui des taux de fréquentation qui ont augmenté avec une diversification. On ne parle plus de transport simplement, on parle, et nous l'avons souhaité fortement dans la loi sur la LOM, on parle désormais de mobilité dans lequel nous avons, et d'ailleurs, puisque le président de Vinci est là, j'en parle avec lui sans problème, sur des propositions de transport en commun qui utiliseraient une voie réservée sur les autoroutes. Ça existe aux États-Unis depuis belle lurette, et nous, on découvre, je dirais, l'eau tiède. Bon, nous, on est tout à fait favorable parce que pour nous, le principal, c'est l'usager. Et donc, ce qu'il faut, c'est donner à nos concitoyens, nous sommes des élus, nous devons apporter à nos concitoyens la meilleure solution de déplacement possible. En centre urbain, il est évident que c'est l'urbain et le transport public qui est le plus à même de répondre à une très forte attente dans des milieux justement très denses. Pierre Coppet, je vous laisse répondre. Juste, je précise, hein, bien sûr, qu'on vous a donné la parole. Garth et Vinci, vous intervenez dans le cadre du groupe de travail sur les mobilités du quotidien et les 8 propositions. On va en parler juste après. Je vous voyais réagir, Pierre Coppet. Alors, cette voie d'accès, votre sentiment, peut-être une réponse à Louis Nègre? Ma réponse à Louis Nègre, c'est de le remercier pour sa clairvoyance et de lui dire combien nous sommes d'accord. Vous savez, la politique des transports est, et c'est heureux, très centrée sur le report modal et sur le développement du fer qui a nécessité énormément d'investissements depuis des décennies et particulièrement depuis le Grenelle de l'environnement. Mais la réalité, et ça Louis Nègre le sait mieux que quiconque, c'est que 90% des déplacements dans notre pays se font par la route. Je répète, 9 déplacements sur 10 dans notre pays se font par la route. 80% des trajets domicile-travail se font par la route. Je le redis, 90% des déplacements domicile-travail se font par la route. Et donc, quand Louis Nègre dit avec beaucoup de clairvoyance qu'il faut densifier les transports sur les routes, qu'il faut multiplier les moyens de développer les transports en commun sur autoroute, en développant le covoiturage, en favorisant les bus et les voies réservées sur autoroute, comment ne pas être d'accord? Et bien sûr que ces sujets mériteraient une accélération et des incitations des pouvoirs publics, et nous sommes, nous, très mobilisés là-dessus. Nous avons beaucoup développé depuis une quinzaine d'années maintenant les parkings de covoiturage dont le succès ne se dément pas, et nous avons des expérimentations comme par exemple l'infrastructure de Brie-sous-Forges, par laquelle on permet sur l'autoroute A10 le stationnement de véhicules et l'accès le long de l'autoroute, le stationnement sécurisé et l'accès sur autoroute à une gare permettant de prendre un bus qui vous conduit à la gare de Massy. C'est tout à fait efficace et c'est une mesure qui rencontre son public. Donc, multiplier les initiatives permettant de densifier les transports sur autoroute, de réduire l'autosolisme et de favoriser les transports en commun sur autoroute, cela correspond clairement aux attentes de nos concitoyens et aux pratiques qu'on observe. Il faut savoir que le nombre
de personnes. Les trajets domicile-travail augmentent en distance année après année. On vit de moins en moins au même endroit qu'on travaille et la distance et la durée des trajets domicile-travail augmentent. Les moyens de transport en commun ne permettent pas d'absorber l'ensemble des besoins de déplacement domicile-travail et favoriser le développement de transports en commun sur autoroute, c'est à la fois une façon de répondre rapidement à cette question et puis c'est une façon souple et c'est une façon adaptable puisque lorsque on met un bus sur autoroute ou lorsqu'on favorise le développement du transport en commun sur autoroute, on a vite fait de constater qu'on satisfait un besoin. Alors que quand on fait un tramway ou quand on fait une ligne de chemin de fer, il faut 10 ans, quand ce n'est pas 40, si on regarde par exemple le temps qu'il faut pour faire des lignes de réseau express régionaux ferrés en région parisienne. Ça peut être effectivement plus compliqué. Évoquons, d'ailleurs, vous évoquez, monsieur Coppey, la première proposition, assurer la complémentarité des réseaux dans les 8 propositions du rapport du groupe de travail sur les mobilités du quotidien. On les voit apparaître, 8 propositions. Je vous invite, celles et ceux, vous qui nous regardez, à télécharger ces propositions. Elles sont extrêmement instructives et elles sont aussi détaillées. Louis Nègre, il y a 8 propositions. La première, Pierre Coppey y a répondu, assurer la complémentarité des réseaux. D'autres propositions, partager la voirie pour favoriser les modes collectifs de déplacement, faire appel aux nouvelles technologies, une question sur la tarification pour développer le recours au transport public, repenser le stationnement, répondre aux besoins de mobilité dans les zones peu denses, c'est évidemment essentiel. Je termine, coordonner l'action des collectivités pour une gouvernance améliorée de la mobilité, c'est l'un des enjeux de la loi L'Homme, et puis densifier la ville sur les questions d'urbanisme. Juste une réaction, Louis Nègre, assurer la complémentarité des réseaux, c'est une évidence que de le proposer, que de le dire, mais on voit qu'il y a quand même un travail à faire, une réflexion à mener, à rendre encore opérationnel, notamment dans les territoires. C'est ce que vous constatez également? Il est évident que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Coppey, il y a une complémentarité. Je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique, je suis un élu de terrain. Et donc, je le répète, ce qu'il faut, c'est donner à l'usager le meilleur système de fonctionnement, de déplacement en l'occurrence. Quand on doit se déplacer en centaines de kilomètres, vous avez l'avion, vous avez le train, vous avez l'autoroute. Il y a des choix à faire, et notamment avec une transition énergétique sur laquelle je me permets d'insister un tout petit peu, sans compter la santé publique, puisque aujourd'hui, nous avons des gaz à effet de serre qui augmentent et qui continuent à augmenter dans le domaine du transport. Ça, c'est dû à du transport essentiellement routier. Donc, nous avons plusieurs objectifs à atteindre et ces objectifs-là sont à la fois de fournir un outil de déplacement, les autoroutes, le chemin de fer, le métro, le bus, voire le vélo sont des moyens, sont des outils pour permettre de se déplacer. Mais nous avons tous des objectifs. Ces objectifs qui sont prioritaires pour nous sont des objectifs de transfert modal et de transfert y compris énergétique, pour avoir demain moins, je dirais, de retentissement d'une crise pétrole, et deuxièmement, pour des raisons de santé publique. Donc le transport public, aujourd'hui, fait des efforts considérables. D'ailleurs, effectivement, aidé par l'État, puisque nous allons avoir enfin le 4e appel à projet qui va être lancé à plus de 500 millions d'euros par l'État. Et j'invite bien sûr toutes mes collègues, toutes les autorités organisatrices de la mobilité à déposer un dossier dont le GART sera membre du jury, comme les autres fois d'ailleurs, pour permettre justement d'assurer le meilleur déplacement possible, y compris
au niveau énergétique et y compris au niveau santé publique. Le message est passé. On renvoie vers le GART, Groupement des autorités responsables de transport. À tous les deux, on évoque depuis le début de notre échange, on se dirige vers la fin de notre émission, mais on évoque ce contexte sanitaire, on évoque ces propositions, complémentarité des réseaux, favoriser les modes collectifs, s'appuyer sur les nouvelles technologies, etc., etc. Il y a un plan de relance à 100 milliards d'euros, 40 milliards portés par le niveau européen. Ça veut dire que ces propositions qui ont été pensées il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, sont toujours et encore plus dans le contexte actuel d'actualité, que le plan de relance doit être aussi fortement tourné vers ces enjeux de mobilité, vers ces infrastructures, parce qu'il faut y mettre des moyens. C'est le moment d'accélérer, Pierre Coppet, de mettre des sommes importantes. Je crois, pour faire simple, que la France a signé les accords de Paris et s'est engagée sur des objectifs extrêmement ambitieux de réduction des émissions de carbone. Il faut se souvenir que les transports représentent 30% des émissions de carbone du pays et les autoroutes représentent 20% des transports. Ça veut dire que les transports sur autoroute représentent 6% des émissions de carbone du pays. Donc il y a matière à s'en occuper. S'en occuper, c'est développer l'intermodalité, la comodalité, c'est développer le covoiturage, c'est aussi déployer sur l'ensemble du réseau autoroutier des bornes de recharge avec un maillage qui permette d'assurer la continuité et la recharge rapide, ce qui nécessite un programme d'investissement très significatif qui, à ma connaissance, n'a pas encore été pensé et organisé par l'État. Et je pense que la principale urgence, on a vu, la crise sanitaire a montré l'importance du réseau routier dans la vie quotidienne. La principale urgence pour notre pays maintenant, c'est de s'occuper de la décarbonation des transports routiers, ce qui passe par un ensemble de mesures simples sur lesquelles les propositions sont bien évidemment d'ores et déjà sur la table. Mais il est illusoire, lorsqu'on sait que 80% des déplacements se font par la route, de considérer que c'est le TGV ou les TER qui régleront la question de la décarbonation. Si on veut décarboner l'économie française, il faut décarboner les transports. Si on veut décarboner les transports, il faut décarboner les transports routiers. 90%, vous l'avez dit. Louis Nègre, décarboné, donc tout ça se joue maintenant. Je vous pose la même question. Les sommes, les montants incroyables, 100 milliards d'euros, doivent être fléchés vers ces enjeux de transport. Quel est votre sentiment, votre analyse sur le déploiement de ces 100 milliards d'euros? Est-ce que ça va suffisamment vers ces infrastructures de transport, même si Pierre Coppet le dit, il y a des choses relativement simples et peut-être pas si coûteuses que ça à mettre en place, mais est-ce que ce qui a été décidé dans le cadre du plan de relance vous satisfait sur ces questions de mobilité? Alors, je voudrais revenir sur un point finalement où on se rejoint avec le président de Vinci Autoroute, c'est qu'effectivement, si on veut agir sur la décarbonation, il faut agir sur les transports routiers. Vous savez, je suis dans un département, les Alpes-Maritimes, où nous avons 600 000 poids lourds qui traversent les Alpes-Maritimes. Je défends depuis des décennies l'idée qu'on peut effectivement avoir des transports routiers, bien sûr, il en faut, et notamment pour des secteurs relativement restreints, mais le transport international devrait passer, selon moi, par le fer ou par la voie maritime. Donc, dans ce domaine-là, il reste énormément de choses à faire. La deuxième, c'est que j'ai été effectivement promoteur, quand j'étais sénateur, du véhicule électrique. Et donc, là encore, je souhaiterais qu'effectivement, nous ayons un plan avec l'État qui permettent de développer cet outil qui a un avantage double pour les urbains, voire les autres d'ailleurs. Bon, d'une part, il ne pollue pas, et deux, il ne fait pas de bruit. Et quand vous savez que le monde urbain, aujourd'hui, c'est plus de 60% de notre population qui est dans des zones denses, eh bien, dans les zones denses, ce que nous disent nos concitoyens, c'est que la priorité des priorités, il faut que nous luttions contre la nuisance numéro 1, qui est le bruit. Eh bien, si vous prenez des véhicules électriques,
ou un véhicule à hydrogène demain, eh bien, vous n'aurez pas de bruit et vous n'aurez pas de pollution. Donc, il faut qu'on lutte à la fois contre l'autosolisme. C'est clair, c'est net. Et je suis heureux d'entendre le président Copé dire ça et défendre cette position-là. Mais en même temps, il faut que nous veillions à cette décarbonation. La France a demandé à l'Europe d'avoir des ambitions plus fortes dans ce domaine-là et l'Europe a accepté. Donc, à partir du moment où nous nous donnons ces ambitions, il faut aussi que l'État mette à notre disposition des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et pour reparler du plan de relance, par exemple, dans le ferroviaire, nous constatons que le ministre des Transports a parlé de recapitalisation, peut-être le mot qu'il ne fallait pas, parce que nous attendons une vraie modernisation dans ce domaine du système ferroviaire. Dernière réflexion sur la gouvernance. Vous l'avez évoqué, la loi LOM, enfin, la loi sur les mobilités, a changé l'approche. Quelle est, selon vous, c'est ma dernière question, sur ces problématiques-là, la gouvernance idéale? On le sait, en matière d'action publique, notre administration est souvent intervenue en silo. Cette dimension synergie et réseau n'était peut-être pas dans son ADN. Ça change. Cette problématique, cette approche change depuis plusieurs années et c'est tant mieux. Quelle est la gouvernance idéale selon vous sur ces enjeux pour accélérer, pour développer ces projets, pour mettre en application les 8 mesures proposées par le groupe de travail mobilité du quotidien de l'IGD, complémentarité des réseaux, mode collectif, etc. etc. C'est quoi la bonne approche selon vous, Pierre Copé? Je crois que la bonne approche est de commencer par arrêter d'opposer les modes comme nous l'avons fait, les modes de transport comme nous l'avons fait depuis le début de cet entretien. Et la deuxième approche, c'est de partir des usagers et des clients et de regarder ce que sont leurs déplacements et ce que sont leurs besoins. Et on voit à ce moment-là, de manière éclatante, les hiatus qu'il peut y avoir entre l'offre de services et la demande. C'est le cas pour les trajets domicile-travail et les frontières qui sont souvent héritées d'organisations administratives entre les moyens de déplacement. Et donc, il s'agit, et c'est tout le sens de la loi LOM, et c'est tout le sens des outils de la loi LOM, et c'est tout le sens de la philosophie qu'exprime inlassablement Louis Nègre et derrière lui le GART, c'est d'établir des continuités à partir des besoins des usagers. C'est au fond assez simple et cela nécessite, comme souvent, de faire en sorte que les gens se parlent, l'ensemble des acteurs, et ça nécessite de faire des coordinations en partant du terrain et manifestement, c'est d'ailleurs ce que dit la loi LOM, le bon terrain et le bon territoire pour aborder cette question, c'est la région, compte tenu des échelles de déplacement que l'on peut observer dans les pratiques et dans les besoins des usagers. Merci. La région qui a ce pilotage stratégique. Louis Nègre, la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est l'État, c'est les régions, c'est des synergies, c'est les acteurs privés, c'est une gestion déléguée. Quelle est la bonne recette? Quelle est la bonne gouvernance selon vous, Louis Nègre? La bonne gouvernance, c'est de pouvoir coordonner les efforts des uns et des autres. Ça fait jamais que 25 ans que je suis un peu ce dossier-là. Et donc, j'ai vu l'évolution. Et si je regarde dans le rétroviseur, c'est positif. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais par rapport d'où nous venons, eh bien, on a fait beaucoup de progrès. Pourquoi? Parce que quand j'étais sénateur et responsable des transports au niveau du secteur transport, au niveau du Sénat, j'avais tout fait pour qu'il y ait une tour de contrôle identifiée, claire, que sont les régions. C'est au niveau de la région qu'il doit y avoir une vision globale de l'ensemble des efforts faits par les différentes autorités de transport dans ces régions-là. Donc la tour de contrôle, elle est là. Et il y a un SRADET qui sert à ça, qui permet de réunir toutes les autres autorités pour coordonner justement ces efforts-là. Ensuite, nous nous sommes là aussi engagés totalement auprès de l'État, d'ailleurs, auprès du gouvernement, pour faire en sorte que la LOM
on couvre désormais 100% du territoire national et que chaque citoyen, où qu'il habite, y compris dans des zones peu denses, peut obtenir lui aussi un service de transport public. Dans ce domaine-là, l'État et la loi ont prévu désormais 100%. Ensuite, nous pensons que le principe de subsidiarité doit s'appliquer. Nous avons une tour de contrôle, mais c'est par bassin de mobilité. Ça aussi, c'est un élément fort qui est retenu par la loi et qui est très important à nos yeux, parce que là, on est dans le concret, dans l'opérationnel, et on constate que c'est par bassin de mobilité que les gens se déplacent, essentiellement. Après, ils peuvent faire 1000 km, mais essentiellement, ils sont dans des bassins de mobilité. Donc, la loi a prévu les bassins de mobilité, les contrats opérationnels de mobilité, et a prévu que soit les communautés de communes, soit les EPCI récupèrent la compétence transport, en font une de leurs compétences, soit par défaut, la région récupère cette compétence. Il y aura donc toujours une institution publique qui mettra en place ces transports. À partir de là, à partir de la loi MAPTA, mais avec la loi LOM, nous arrivons aujourd'hui en France à un système de transport public qui me paraît nettement meilleur que celui qui existait auparavant et qui devrait aboutir à des résultats plus efficaces, plus performants pour les usagers. C'est nécessaire. Loi MAPTAM, loi sur les métropoles. C'était le précédent mandat. Merci beaucoup, Louis Nègre, pour votre analyse. Merci, Pierre Coppet, pour ces témoignages. Merci à tous les deux. Je renvoie vers les précédentes émissions organisées en partenariat entre l'IGD et acteurs publics. Et je renvoie vers les propositions du rapport du groupe de travail mobilité du quotidien. 8 propositions, un rapport complet et très instructif. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.